Vous les avez vus fabriquer des montres avec des avions. Voici maintenant une montre fabriquée à partir d'une voiture, plus précisément une Porsche 956. Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 40-90, vous connaissez bien la forme de cette voiture, même sans vraiment connaître la course automobile à l'époque. Très peu ont été produites car c'était une voiture d'endurance non prévue pour la route. Bien que ces voitures aient dominé les courses d'endurance au début des années 1980, le châssis 106 a été modifié par ses propriétaires avec une coque en nid d'abeille d'aluminium. Cela, ainsi que quelques autres modifications, a conduit Porsche à le renommer châssis 106B et il s'est avéré plus rapide que les modèles 956 d'usine. Il a ainsi souvent fini sur le podium et mené une vie chanceuse, toujours à la limite. Comme c'est souvent le cas avec la 956, plusieurs ont été impliqués dans divers accidents et le 106B n'y a pas échappé. Mais grâce en partie à la nouvelle structure en nid d'abeille en aluminium, le pilote a survécu et le véhicule a été reconstruit, allant jusqu'à remporter la célèbre course des 1000 km de Brands Hatch. À la fin des années 80, la 956 a quitté les courses d'endurance pour des raisons de sécurité, mais la 106B a survécu à la retraite. Quelques personnes m'ont demandé ce que je pensais du cuirassé du futur par Popular Mechanics vers septembre 1940. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un bref coup d'œil aux quelques points forts et aux très nombreuses faiblesses de ce design particulier. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que vous avez probablement tous vu cette image, et peut-être même cette double page, et vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être plus que ça, mais en réalité, il n'y en a pas. La page suivante, dans ce numéro de Popular Mechanics en question, parle du cerf-volant, de toutes choses. Donc, c'est toutes les informations dont nous disposons, et ça veut aussi dire que ce sont toutes les images que nous avons, donc je m'en excuse. Vous verrez des images souvent répétées dans cette vidéo. Cependant, il y a quelques dessins supplémentaires grâce au talentueux Tsoli qui a en fait réalisé une vue latérale et une vue de dessus de ce navire dans son propre style. Nous allons donc nous intéresser aux grands navires au centre plutôt qu'aux petits sur la gauche et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, pour établir les particularités de ce que nous examinons, nous allons regarder certaines des sections de légende détaillées. Mais d'abord, je vais simplement vous lire, les quelques paragraphes qui composent l'intégralité de l'article. D'abord, pour que vous ayez une idée de ce qu'est cette chose et pourquoi elle a été conçue. En quelque sorte, c'est un design. Il est dit que les essais de guerre entre cuirassés et bombardiers entraînent des changements radicaux dans la conception des dreadnoughts. Évidemment, ceci est écrit à la fin de 1940, donc la guerre dure depuis environ 1 an à ce moment-là. Les principaux changements incluent l'aérodynamisation des ponts et tourelles, non pour l'aérodynamisme, mais pour se protéger des bombes aériennes, ainsi que l'augmentation des batteries anti-aériennes. Je suis d'accord avec vous. Au cours de la première année de la guerre, le besoin de davantage de batteries anti-aériennes est devenu très évident. Comme cela ressemble à l'équipement maritime d'une locomotive classe couronnement, je ne vais pas forcément y croire. Honnêtement, ce n'est pas pour des raisons aérodynamiques. Section. Quoi qu'il en soit, Autocouleur, un designer américain, propose le cuirassé Whaleback en bas de cette page. Son pont avant est recouvert d'un blindage épais. De nombreuses pièces d'artillerie antiaérienne sont installées au-dessus de la passerelle fermée et de la tourelle arrière, qui sert de hangar pour des bombardiers, chasseurs et avions de reconnaissance lancés par catapulte. Le dessin le plus grand est celui d'un concepteur anglais montrant une superstructure arquée similaire, conçue pour permettre aux bombes et aux obus de ricocher avec un minimum de dégâts. Ce cuirassé aurait des sorties d'échappement à la poupe, remplaçant la cheminée conventionnelle, et ses 70 000 tonnes nécessiteraient des turbines de 252 000 chevaux entraînant 6 hélices. L'armement comprend 18 canons de 14 pouces, 24 canons de 5,25 pouces, 16 canons anti-aériens de 4,7 pouces et 7 affûts multiples de pom-pom de pom-pom. Pour commencer avec cette image numérisée en meilleure résolution, allons de la proue à la poupe. En examinant les caractéristiques du schéma, discutons si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ainsi que des caractéristiques de cette zone du navire. Avant que nous partions et que nous examinions les 2 sections transversales pour voir ces détails et comment ils pourraient fonctionner ou non en pratique. Donc ici, à la proue, nous avons un enregistreur de vagues. C'est juste un dispositif. Cela n'influence pas la conception du navire,
Mais ensuite, nous avons un gaillard d'avant en deux, de baleine et un cabestan interne. Le cabestan interne, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Vous savez, oui, il y a pas mal de choses comme ça sur les premiers cuirasses. Et en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il y a certains avantages à avoir la chaîne à l'extérieur, surtout pour le nettoyage de tout ça. Si vous acceptez de devoir nettoyer les chaînes à l'intérieur, le vocabulaire, et ensuite rincer toute cette saleté horrible et dégoûtante avec un système de drainage, alors ça va. Le gaillard d'avant en dos de baleine est toutefois un problème immédiat. Vous verrez que le navire a une proue inclinée et des côtés évasés à l'avant, donc sa tenue à la mer reste correcte. Mais les gaillards d'avant en dos de baleine sont relativement bas en termes de franc-bord, et comparé à leur sommet, qui se trouve bien sûr sur la ligne centrale, ils ont des bords plus bas. Maintenant, oui, un gaillard d'avant en dos de baleine permet d'évacuer l'eau plus facilement qu'un pont plat, mais le bord de pont plus bas facilite aussi l'entrée de l'eau à bord. Et comme l'ont montré les différents cargos whaleback qui ont été essayés à cette époque et un peu avant, la théorie selon laquelle ils se déplaceraient plus facilement dans l'eau ne se vérifie pas vraiment en pratique. Parce que la légère réduction de la perte d'énergie due à l'évacuation de l'eau de façon très efficace est largement compensée, voire dépassée, par le fait que vous prenez de l'eau par l'avant beaucoup plus souvent. Donc c'est notre première grande faiblesse. J'aimerais aussi souligner à ce stade que la conception du brise-lame n'est pas non plus très brillante, car il s'élève en pente douce et incurvée. Maintenant, il semble, grâce à cette ombre, qu'il agit puis revient sur lui-même, ce qui devrait servir de forme de déviation pour au moins une petite quantité d'eau. Mais le fait qu'il s'incurve doucement et joliment offre en fait une belle rampe d'accélération à l'eau dans la boue. En résumé, si vous prenez une grosse vague de face avec un vocacle à deux de baleine, il est très probable que cela arrive. Alors, il est très probable que l'eau qui monte ici soit en fait plus profonde que la hauteur de ce surplomb. Et donc, tout ce que vous faites, c'est lancer d'énormes jets d'eau au-dessus de votre armement principal avant, ce qui n'est pas une idée brillante. Et en parlant de l'armement principal, passons ici là-bas. Maintenant, nous avons, en commençant par la gauche, des embarcations dissimulées à prendre ou à laisser, vraiment. Je veux dire, oui. Avoir une embarcation dissimulée rendrait les bateaux un peu moins vulnérables aux éclats d'obus, en supposant que les portes et le blindage de la superstructure soient au moins résistants aux éclats. Il vous faut au moins 1 à 2 cm et demi d'acier. Mais cela comporte en réalité pas mal de complications. D'une part, je ne vois aucun bossoir pour descendre les canaux et je ne vois pas non plus de grue à proximité pour descendre les canaux. Il n'y a aucun mât de charge, rien du tout. Je ne vois pas comment ils vont mettre les canaux à l'eau. Ils attendent que le navire coule assez pour submerger le pont principal. Je n'en suis pas sûr. L'autre problème, c'est qu'à moins de mettre, je dirais probablement au moins 1 pouce ou plus de blindage sur les canaux. Ça ne va vous protéger que des balles et des éclats d'obus à longue distance. Un obus qui tombe là où les canaux pourraient se trouver ou le long du bord du navire. Dans la plupart des cas, ça traversera quand même le blindage de la superstructure. Donc, vous avez simplement créé un risque d'incendie à l'intérieur de la superstructure et rendu l'accès plus difficile, au lieu d'avoir les canaux à l'extérieur ou de ne pas en avoir du tout. Donc, je ne suis pas totalement sûr que ce soit une bonne idée dans l'ensemble, mais pour être parfaitement honnête, c'est probablement le moindre des problèmes sur cette image. Donc, vous avez une superstructure profilée qui en soi n'est pas forcément un problème parce que, eh bien, le profilage des superstructures pour réduire la résistance de l'air a effectivement été fait historiquement. Fusami à part, mais dans ce cas particulier, ceci, vous savez. Ce n'est pas seulement arrondi vers l'avant, ce qui est, comme je l'ai dit très clairement pour l'aérodynamisme, c'est aussi arrondi sur le dessus dans une sorte de demi-cylindre. Cela va en fait réduire de manière significative le volume de votre superstructure interne. Et comme c'est là que vous stockez pas mal de choses utiles, y compris les officiers, vous pourriez en fait avoir des problèmes avec ce vaisseau et loger tout le monde. Sans la gaine de la cheminée, vous gagnez de l'espace dans la superstructure, comme nous allons le voir. Puis vient l'armement principal. Canon, tourelles, tous arrondis pour éviter les impacts directs. Et une protection supplémentaire pour les barbettes. Donc,
Une protection supplémentaire pour les barbettes? Non, en fait, c'est une très mauvaise idée. D'abord, rien n'indique qu'il s'agit réellement d'un blindage. Si c'en est, vous ajoutez en fait pas mal de poids et cela va affecter la stabilité du navire. Donc, si c'est vraiment du blindage et que le navire n'est pas ridiculement instable, alors c'est un blindage très mince. À ce moment, cela n'apporte pas vraiment de protection aux tourelles, qui sont déjà parmi les plaques les plus épaisses du navire. Mais le principal inconvénient, et la raison pour laquelle je dis que c'est une mauvaise idée en général, eh bien, regardez comment la superstructure et cette supposée protection supplémentaire sont collées contre les tourelles. Maintenant, si on suppose un instant que la tourelle peut effectivement tourner, puisqu'il s'agit d'une œuvre artistique, une certaine liberté est permise. Le problème, Noah, c'est que n'importe quel dégât de combat sur cette protection supplémentaire ou sur le blindage de la superstructure plus en arrière qui provoquerait une quelconque déformation, ce qu'une grosse bombe ou un obus ferait, poserait problème. Cela va bloquer au moins une tourelle, voire plusieurs, immédiatement, parce que de grandes plaques de métal vont se retrouver directement sur la trajectoire de la tourelle. Il y a une raison pour laquelle les tourelles ne faisaient pas vraiment cela dans la réalité. Maintenant, en ce qui concerne les tourelles de canon arrondies pour éviter les impacts directs, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Une surface toujours arrondie rend un impact perpendiculaire direct moins probable. En effet, historiquement, certaines tourelles sont bien plus courbées que d'autres. Cependant, une tourelle très courbée comme celle-ci aura en réalité un volume interne bien plus réduit pour la même surface au sol. Cela signifie qu'elle sera soit très petite, soit que vous devrez agrandir considérablement la tourelle. Si elle était un peu plus carrée, ce qui ajouterait du poids. Donc vous faites un compromis. Soit l'engin est exigu, soit il est vraiment un peu trop lourd par rapport à ses contemporains pour un avantage relativement minime. Parce qu'il y a une toute petite marge juste au bord, là où la courbe devient très raide. Peut-être qu'une bombe serait déviée par la courbure de la tourelle au lieu d'y exploser directement. C'est une fenêtre vraiment étroite. Sur la majeure partie du toit de la tourelle, ou ce qui serait autrement le toit de la tourelle, la courbure n'est pas assez prononcée pour réellement dévier de façon significative un projectile entrant, bien plus que ce qu'elle ferait normalement. Et bien sûr, comparé à un toit plat, un obus qui frappe là où la tourelle s'incline vers le bas. En fait, bien sûr, il frappe donc à un angle un peu plus prononcé, c'est-à-dire plus proche de la perpendiculaire que ce ne serait le cas contre un toit plat. La courbure n'aide vraiment que si l'obus arrive et atterrit sur une pente inversée, ou s'il frappe près de la face de la tourelle, dans une marge très étroite où la courbure s'éloigne légèrement alors qu'autrement ce serait plus plat. Donc, il y a quelques toutes petites zones sur ces tourelles, ce qui pourrait aider soit à dévier, soit plus probablement à offrir une plus grande épaisseur apparente à un obus ou une bombe entrant. Mais le compromis, c'est qu'ailleurs, on devient en fait plus vulnérable en plus du poids supplémentaire ou des conditions exiguës, ce qui fait que ce n'est pas la meilleure décision de conception. Ensuite, il y a aussi la présence de 3 tourelles ici, superposées en tir, certes. L'amiral Fisher a envisagé cela pour le Her Majesty's Ship Dreadnought, mais il utilisait des tourelles jumelles de 12 pouces, pas des canons de 14 pouces. Et deuxièmement, il a finalement abandonné cette idée pour des raisons de stabilité très importantes, ce qui, oui, semble être un peu un thème récurrent avec ce navire. Au fait, le canon octuple pom-pom quadruple en superposition là-haut, ce n'est en fait pas mal du tout. Il a un champ de tir assez appréciable, même si, en réalité, accéder à cette installation serait plutôt intéressant. Néanmoins, un autre problème avec cette configuration à triple empilement, c'est que vous avez 3 tourelles différentes. En bas, il y a une quadruple, au milieu, une triple et en haut, une double. Vous pourriez dire « Oh, attendez, mais est-ce que ça n'aide pas à améliorer un peu le problème de stabilité que parce que chaque tourelle va être de plus en plus légère ?» Techniquement parlant, oui, c'est le cas. Cependant, ce sont toujours des tourelles de canon de 14 pouces, ce qui signifie qu'il y aura toujours un certain impact sur le poids et donc sur la stabilité. Et, bien sûr, la barbette de la tourelle superposée, la jumelle va également ajouter son propre poids. Il y a aussi des contraintes de fabrication. Maintenant, fabriquer une tourelle continuellement courbée comme celle-ci sera de toute façon beaucoup plus exigeant qu'une tourelle plus standard.
Mais à présent, vous n'avez plus de points communs. Vous allez devoir produire chacune de ces tourelles comme un modèle distinct. Et maintenant, certes, il y a une autre tourelle double, une autre triple et une autre quadruple, plus à l'arrière. Cela signifie essentiellement que pour les 18 canons installés sur ce navire, 3 types de tourelles distinctes, chacun demandant sa propre conception, sont nécessaires. Chacune aura des implications, des besoins énergétiques et des exigences de fabrication différents, etc. Donc, cela va être horriblement compliqué et très, très coûteux. Maintenant, en comparaison, si vous supprimiez complètement la tourelle double et remplaciez la triple par une quadruple, vous n'auriez qu'un seul type de tourelle à fabriquer. Et vous n'auriez perdu qu'un seul canon en puissance de feu. Vous auriez 8 canons au lieu de 9, et vous auriez économisé tout le poids d'une tourelle double et de ses barbettes, qui se trouvaient à une position assez élevée dans le navire. Et étant donné que vous avez une tourelle triple en superposition au-dessus d'une quadruple à l'arrière, si vous remplacez aussi cette triple par une quadruple. En fait, la puissance de feu reste inchangée, mais vous gagnez beaucoup en poids si vous gardez la tourelle double au centre du navire. Oh là là, on en parle dans un instant. Mais oui, c'est probablement l'une des façons les moins efficaces d'obtenir une salve de 9 canons vers l'avant. J'en ai, oui. On dirait que le concepteur a compris que le premier brise-lames ne fonctionnerait pas bien par gros temps, d'où le second brise-lames. En avançant plus loin vers l'arrière, il est précisé que la fumée n'interfère pas avec les postes de contrôle. Eh bien, c'est une bonne chose, je suppose. Notez aussi une autre installation de pom-pom double à l'arrière, en haut de la superstructure. Et ensuite, nous passons aux lourdes batteries anti-aériennes. Nous avons aussi des chaudières à soupape de carburant. Peu importe, c'est simplement un type de chaudière A. Chaque salle des machines et des chaudières est désormais dans un compartiment étanche séparé, selon le système d'unité. C'est en fait une assez bonne idée. Vous savez, la plupart des concepteurs de cuirassés à cette époque essaient de mettre cela en place s'ils peuvent trouver le tonnage nécessaire. Des points supplémentaires pour ça. Il y a cependant une évacuation commune pour les gaz d'échappement et les eaux de cale. Non, c'est une idée vraiment terrible. Mais nous aborderons cela plus en détail lorsque nous arriverons à la coupe transversale sur le côté gauche de la page. La seule autre indication dans cette section est l'armement anti-aérien lourd et les arcs de tir dégagés. L'armement anti-aérien lourd, je peux être d'accord. Arcs de tir dégagés. Comment exactement dis-tu cela? Regardons ça. Je veux dire, tu as à peu près le même nid reproduit un peu plus à l'arrière. Donc, cela s'applique aux deux. Nous avons ce qui sont vraisemblablement les tourelles de 525 pouces regroupées dans cette petite position à 3 tourelles, et juste au-dessus d'elles, et de chaque côté, se trouvent des tourelles de 47 pouces, même si cela peut parfois sembler le cas. La Royal Navy, à cette époque, était obsédée par l'idée d'avoir chaque décimale entre 4 et 55 remplie par un type de canon. Avoir des canons de 5,25 pouces et de 47 pouces sur le même navire, c'est aller trop loin, même pour la Royal Navy. Le 5,25 pouces est bien sûr censé être une arme polyvalente, donc les 47 sont inutiles à moins que vous n'ayez décidé d'avoir encore plus de puissance de feu antiaérienne. Cependant, il existe de bien meilleurs choix que nous aborderons dans un instant. Pour les 5,25 pouces, je sais que cela va avec l'esthétique du navire. Mais vous avez peut-être fait une tourelle de 5,25 pouces, encore pire que les types cylindriques que l'on trouve sur le King George I's, et ces conditions étaient déjà mauvaises à cause de l'exiguïté. Elles ont surtout une base cylindrique, mais sont aussi très bombées désormais. Il n'y a quasiment pas de place à l'intérieur pour l'équipage. À moins, bien sûr, encore une fois, que vous les ayez agrandis à la taille de petites maisons, auquel cas vous avez ajouté beaucoup de poids. Et encore une fois, tout comme les tourelles principales, vous avez ce genre de superstructure qu'on forme un peu étrange. Ce qui, encore une fois, fait que n'importe quel dégât va bloquer les 2/3 de votre petit nid de canon anti-aérien lourd. Et à cause de sa présence et de la façon dont vous avez tout regroupé ici aussi, vous avez une situation où vous disposez de 6 canons répartis dans 3 tourelles relativement lourdes, censées servir pour le tir secondaire et la défense anti-aérienne. Et tandis que celle du dessus a un très bon arc de tir, les canons avant et arrière ne peuvent probablement pas vraiment tirer beaucoup au-delà de la bordée. Donc,
vous ne pouvez diriger que les 2/3 de vos canons de 5,25 pouces sur une cible aérienne donnée, ce qui n'est vraiment pas la meilleure option. Et puis, comme je l'ai dit, les 47 sont un peu superflus. Qu'est-ce qu'ils apportent exactement? Quelle serait une meilleure façon de faire cela? Eh bien, pour commencer, il suffit de supprimer complètement les 47 et de n'utiliser que les 5,25 et en fait également ce petit canon de double pom-pom en forme d'entonnoir. Débarrasse-toi de ça. À la place, inspire-toi de la marine américaine si tu veux vraiment, vraiment avoir énormément de canons et place-les en couches décalées avec un retrait en arrière. Tu aurais donc tes 2 tourelles de 5,25 pouces en espérant une meilleure disposition, à peu près au même endroit. Et ensuite, remplace ces 2 tourelles 47 pouces par des 5,25 et remplace l'affût pom-pom en forme de cheminée par un autre 5,25. Ça veut dire que tu as éliminé le 47 superflu et donc simplifié ton approvisionnement en munitions. Toutes les tourelles de canon ont en réalité de meilleurs angles de tir. Bien sûr, cela posera un problème de stabilité avec 3 canons en haut et 2 en bas. Tu pourrais inverser les positions et mettre 3 canons en bas, 2 en haut, si la stabilité posait vraiment problème. Ou encore mieux si tu as des problèmes de stabilité et de poids, ou pour être honnête, si ta seule autre option est la tourelle cylindrique, King George V utilise simplement les installations de 45 pouces comme celles qu'on trouve sur le Renown, la Queen Elizabeth et la 5 Allion. Parce que là, tu obtiendras sans doute une arme double usage bien meilleure pour une installation plus légère et une manipulation à l'intérieur des tourelles bien plus pratique. La position exacte de l'installation aéronautique juste ici, sur la gauche. Je veux dire, ce n'est pas horrible. C'est conforme au positionnement sur les croiseurs et cuirassés britanniques de l'époque et à un système central avec un rail de lancement. Ils ont en fait inclus un treuil cette fois pour que vous puissiez récupérer l'avion. Mais je ne suis pas tellement sûr d'avoir le pont des embarcations au-dessus. C'est risquer l'échec de votre installation de lancement d'avion dès qu'un obus ou une bombe explose près d'elle. Et bien sûr, vous avez cette tourelle jumelle aléatoire montée à ce qui, dans la terminologie des cuirassés britanniques, serait la position Q entre les éléments de la superstructure. Je ne suis pas sûr de ce que c'est censé faire. Parce que, tout comme les installations 525, ce truc ne peut probablement pas pivoter beaucoup, voire pas du tout, au-delà de la ligne de bord. Si tant est qu'il puisse tourner, encore une fois en supposant qu'il y ait un intérêt artistique à ce stade. Mais oui, il ne pourra pas vraiment offrir grand-chose dans l'arc avant. Il va avoir un arc de tir qui est en fait incroyablement limité, en partie à cause du groupe anti-aérien R que vous pouvez voir juste à gauche ici. À ce moment, cet arc de tir peut être plus étroit que celui des tourelles N échelon des croiseurs de bataille invincibles. Et il est monté assez haut. Ce n'est pas aussi haut que la tourelle double en superposition à l'avant, mais c'est au même niveau que les tourelles triples en superposition à chaque extrémité. Donc cela ajoute encore plus de problèmes de poids et de stabilité. Si vous deviez vraiment avoir ça, j'éliminerais le pont des embarcations et je descendrais cet élément d'un niveau pour au moins vous éviter quelques problèmes de poids. Mais pour être tout à fait honnête, vu tout l'impact que cela va avoir sur votre conception, je ne pense pas qu'une tourelle double en vaille la peine. Si on suit mon idée précédente de remplacer les triples par des quadruples, alors on a déjà 16 canons rien qu'avec des tourelles quadruples. Nous avons éliminé la tourelle double en superposition et à ce stade, pour être honnête, 16 canons. Avec toutes les complications supplémentaires que cette tourelle double au centre va nous apporter, je ne pense vraiment pas qu'on en ait besoin. Nous pouvons simplement la supprimer, ce qui économisera beaucoup d'espace dans les soutes à munitions en dessous. Si tu es obsédé par l'idée d'avoir les 18 canons, alors je dirais qu'en réalité, réinstaller la tourelle double à l'avant est probablement une meilleure option que de garder celle-ci. Oui, cela aura un impact légèrement plus important sur la stabilité, mais l'impact global de la présence de cette tourelle au centre du navire est tout simplement mauvais. Et si tu veux vraiment tout miser sur les canons, alors en éliminant cette tourelle ici, tu pourrais même potentiellement déplacer la superstructure un peu plus vers l'arrière. Et si tu élimines de la tourelle double à l'avant, tu pourrais même opter pour une configuration à la Nelson avec une autre quadruple plus basse, comme je l'ai dit, une configuration très spécifiquement à la Nelson. Et ça te donnerait en fait 20 canons avec moins de problèmes de stabilité et d'agencement interne que cette configuration à 18 canons.
Ce serait même plus simple à produire, crois-le ou non. Ensuite, on arrive à la poupe. Nous avons déjà évoqué les problèmes de la batterie principale, mât télescopique. À prendre ou à laisser. C'est un peu plus compliqué que nécessaire, mais ça fonctionne très bien. La sortie d'échappement à la poupe. Nous allons parler de ce système d'échappement dans un instant. Vous remarquerez que nous avons 6 vis parce qu'il y en a 3 de ce côté et probablement 3 de l'autre côté. Non, 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 ça n'a pas marché sur les pop-off, ces navires circulaires un peu étranges. Ça ne marchera pas ici non plus. La quantité de poids supplémentaire et la redondance d'équipement que tu vas avoir avec 6 hélices, tu n'auras pratiquement aucun avantage en vitesse et tu vas compliquer énormément les espaces des machines. Reviens simplement à 4 hélices et répartis la puissance un peu différemment. Je veux dire, bon sang, ça pourrait même t'économiser quelques turbines, ce qui réduira encore le poids. C'est une très mauvaise idée, ces installations à 6 hélices. Et encore une fois, pour la batterie antiaérienne, on a déjà évoqué une solution potentielle à ce problème. Bien que le fait que ce truc soit équipé d'autant de tourelles, à la fois comme artillerie principale et secondaire, oui, 70 000 tonnes, je dirais que c'est peut-être un peu sous-estimé à quel point ce navire va probablement être grand, lourd et long. Nous avons donc examiné le navire dans son ensemble. Maintenant, allons voir les sections transversales, en commençant par la section transversale. Cela concerne son supposé système de défense contre les torpilles, mais aussi, de façon intéressante, parle un peu du blindage et des échappements. Vous remarquerez donc ici 2 méthodes d'attaque représentées. Nous avons un obus plongeant, vraisemblablement tiré par un mortier vu l'angle d'arrivée, et nous avons ces torpilles ou une torpille, mais représentée allant dans plusieurs directions différentes. Voici la ceinture de blindage. 5, 7 et 12 pouces. Étrangement, nous avons reproduit le blindage de ceinture du Her Majesty's Ship Hood. Et en fait, si vous regardez le blindage du pont qui s'incline vers le haut et recouvre la sortie d'échappement, nous avons littéralement reproduit la disposition du blindage du Her Majesty's Ship Hood. Nous avons aussi un pont de gaillard d'avant de 2 pouces en haut. Oui, ce n'est pas une idée brillante. Cela signifie qu'on a une ceinture blindée de 12 pouces peu profonde. On dépense énormément de poids en haut pour cette protection de 5 pouces, puis de 7 pouces, ce qui n'a de sens que dans le cadre d'un schéma de blindage réparti, ce qui n'est vraiment plus à la pointe en 1940, sauf sous des angles très prononcés du navire s'approchant de son attaquant, ça ne va vraiment rien faire contre les obus ennemis entrants. Donc, sur ce point, réalistiquement, ce que vous devriez faire, c'est réduire cette section de 5 pouces et 7 pouces à, vous savez, peut-être un blindage anti-éclat d'1 pouce. Et utiliser tout ce poids économisé pour augmenter à la fois l'épaisseur et la hauteur de la ceinture principale. Et aussi ajuster le pont blindé principal pour qu'il soit réellement plat au niveau supérieur de la ceinture blindée principale. C'est le schéma tout ou rien typique des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, c'est le moindre de nos soucis, car le concepteur de ce navire ne sait clairement pas comment fonctionnent les torpilles. Il imagine les torpilles, arrivant exactement au bon niveau pour frapper la section courbée de la coque où se trouve la bouche d'aération, que vous remarquerez juste en dessous de la ligne de flottaison. Nous en reparlerons plus tard, mais il pense alors que la torpille, elle y va dévier. Non, non, non. Il s'agit du blindage extérieur de la coque. Non, cette torpille va le percuter violemment. Non, cette torpille va exploser. Elle ne va pas du tout dévier de manière significative. À ce moment-là, grâce à ce système de ventilation d'échappement, il va y avoir une explosion qui, comme vous pouvez le voir, passera directement sous la ceinture de blindage. Donc, la ceinture de blindage n'offrira aucune résistance à l'explosion. Mais grâce aux conduits des chaudières qui sortent, il y a aussi de bonnes chances que cela contourne le système de défense contre les torpilles qui n'est continu qu'en dessous de l'évent d'échappement. Et donc, cette explosion va simplement traverser toutes les protections du navire. Elle va traverser ce qui est vraisemblablement juste un blindage de conduit à l'intérieur de la partie descendante du conduit, passer par cet espace creux un peu étrange et aller directement dans les compartiments des machines. Un impact au centre du navire, sur les soutes à l'avant ou à l'arrière, ou au centre si vous gardez encore cette tourelle jumelle centrale ridicule. Donc, vous avez payé l'argent et supporté les pénalités de déplacement pour votre système de ceinture blindée inclinée.
Sinon, c'est une disposition du système de défense contre les torpilles, ni brillante ni mauvaise, et vous venez d'y mettre un énorme trou en plein milieu, exactement là où vous vous attendez à ce que les torpilles arrivent. Vous avez créé un navire susceptible d'être détruit par une seule torpille ambitieuse. C'est absolument, absolument horrible. De plus, en parlant des obus arrivant sous un angle plus réaliste, on remarque que la bosse de cette sortie d'échappement fait que le blindage de la coque s'incurve vers l'extérieur, contrairement à la courbure intérieure du reste de la coque. À l'avant ou hors de la ceinture blindée principale, regardez où est la ligne de flottaison. Cela signifie qu'en réalité, des tirs provenant de canons plus réalistes, à peut-être 20 000 ou 25 milliards, pourraient potentiellement tomber au-dessus de la ligne de flottaison. Ils pourraient frapper le blindage de la coque, puis continuer vers la bouche d'échappement, passer par l'espace sous la ceinture de blindage principale, et ensuite aller directement dans les compartiments des machines ou les soutes à munitions. Vous avez donc créé un passage pour qu'une explosion de torpilles atteigne vos parties vitales. Vous avez en fait créé un point faible assez flagrant à la ligne de flottaison où des tirs d'obus à moyenne ou longue distance pourraient simplement faire exploser votre navire comme un ballon très coûteux. Tout ça pour un système d'échappement qui cause des inondations, sans parler de la destruction du navire, c'est juste une idée catastrophique. Ce type de système d'échappement canalisé, en principe général, a été essayé par différentes marines, y compris la marine britannique et la marine japonaise, sur divers navires. Argus, Furious, Akagi et Kaga, même dans les premières configurations ou lorsqu'il est bien plus haut, au-dessus de la ligne de flottaison, cela ne fonctionne pas bien. Cela utilise énormément d'espace, cela a tendance à chauffer considérablement les zones internes de la coque et cela ajoute énormément de poids. Ici, non seulement vous allez cuire votre équipage de façon homogène, ce truc s'étend sur tout le côté jusqu'à l'extrémité. Donc, vous savez, beaucoup de chaleur est renvoyée dans votre vaisseau. Vous avez ces faiblesses évoquées, ainsi qu'un poids supplémentaire important. Mais en plus, tous ces gaz d'échappement chaud n'offrent pas vraiment de tirage pour vos chaudières et ils circulent juste à côté de l'eau de mer qui est relativement très froide. Cela signifie qu'au fur et à mesure que les gaz d'échappement longent votre navire, ils vont perdre leur chaleur très rapidement dans l'eau de mer. Cela va rendre les gaz d'échappement plus froids et moins énergétiques. Et bien sûr, en se refroidissant, ils vont aussi devenir plus denses. Ce qui signifie qu'au lieu d'agir comme un échappement, cela va en fait provoquer un refoulement des fumées, gaz et fumée beaucoup plus chaud derrière, agissant comme une sorte de bouchon, évidemment pas un bouchon complet, mais presque un bouchon complet. Et cela va soit signifier que vos chaudières ne peuvent fonctionner qu'à une fraction de leur puissance réelle, ou si vous les poussez à fond, elles refouleront simplement dans vos salles des chaudières. Ce qui n'est vraiment pas une bonne chose, loin de là. Maintenant, selon moi, cette configuration du blindage pourrait être reprise, mais seulement après de grandes modifications, comme je l'ai dit, en la transformant en blindage tout ou rien avec un pont blindé plat. Enlevez le blindage de 5 et 7 pouces, mettez une plaque d'1 pouce, puis prolongez le blindage de 12 pouces vers le bas. Installez un système de cheminée classique, retirez cette sortie d'échappement, abaissez le blindage de ceinture, améliorez la défense contre les torpilles, éliminez ces éléments extérieurs absurdes. Et là, vous auriez quelque chose qui, en fait, à ce stade, ressemblerait à un système de ceinture d'Iowa légèrement épaissi. Mais oui, cette idée ne va pas fonctionner. Et donc, nous nous retrouvons à passer à la dernière coupe transversale, celle en haut à droite ici. Et nous allons très rapidement passer en revue quelques-uns des éléments étiquetés qui suscitent potentiellement encore plus d'inquiétude. Donc, cloison arrière numéro 14. Pour ceux d'entre vous qui pourraient avoir du mal à trouver le numéro 1, en effet, il m'a fallu un certain temps pour le repérer. C'est juste au milieu, il s'agit en fait d'une cloison longitudinale. Ce n'est pas l'idée la plus brillante du monde. L'idée, c'est que si on a une brèche d'un côté, on ne veut pas que l'eau inonde tout jusqu'à l'autre côté. S'il y a une grande chambre comme un espace pour les machines, c'est bien en principe. Le problème, comme ils l'ont découvert avec des navires comme l'Ark Royal, c'était quoi? Si vous divisez simplement vos grandes chambres en installant cette cloison longitudinale au centre du navire. Vous avez encore beaucoup d'inondations, mais maintenant elles sont d'un côté et vous chavirez.
Dans ce cas, ce n'est peut-être pas la pire idée du monde, car cela a été dit. Il place chaque moteur et chaque salle des machines dans un compartiment étanche séparé, créant ainsi un système unitaire, ce qui réduit le volume global. Donc, étant donné la gravité de certains autres problèmes de ce navire, je vais laisser passer celui-là. Comme vous savez, on peut prendre ou laisser, mais ce n'est peut-être pas une décision si terrible que ça. Et au cas où vous vous poseriez la question, cette coupe transversale est prise juste à l'arrière de la tourelle jumelle centrale, juste à l'avant des installations de lancement d'avion. Et nous regardons vers l'avant. Ensuite, il y a la vanne de carburant, la chaudière, la chambre de combustion, la turbine à gaz et le souffleur. Si tu veux une turbine à gaz, tu peux arbre d'hélice à 4, 5 ou 6 ports. Nous avons déjà dit ce que nous avions à dire sur l'idée d'avoir 6 hélices. Ce n'est pas une bonne idée. Ensemble de turbines et réservoirs de carburant à huile fine. Ici, on voit que la partie basse des réservoirs de carburant fait partie du système de défense contre les torpilles. Ce n'est pas une mauvaise idée, tout compte fait. Cela veut dire que, selon ce que l'on observe, tu as un système liquide-vide-liquide, ce qui forme une défense contre les torpilles, même basique. Le grand vide au-dessus, tu sais, causé par le système d'échappement, n'en déplaise. Mais j'ai tout de même quelques inquiétudes. Premièrement, ces réservoirs d'huile triangulaire ne vont pas contenir beaucoup de carburant comparé à des réservoirs à section rectangulaire. Et deuxièmement, il semble qu'on ait une pile de réservoirs d'huile très très haute et juste une cloison très fine qui va dans la salle des machines. Et avec cette courbure de la coque, cela signifie que la couche extérieure de liquide est également assez fine. Je ne vois pas ce système résister à l'impact d'une torpille particulièrement puissante. À ce moment-là, une grande quantité de carburant va être projetée directement dans les compartiments des machines, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'espérance de vie des ingénieurs. Je veux dire, l'ensemble est probablement assez instable de toute façon, surtout quand on voit que tout est en forme de trapèze inversé. La coque inférieure a vraiment besoin d'être un peu plus développée vers sa partie basse. Donc l'emplacement n'est pas terrible, mais la disposition générale et la conception de cette partie du vaisseau sont vraiment mauvaises. Puis, un tunnel de câble noté numéro 9. Eh bien, au moins, il est situé sous le pont blindé. Mais il sera immédiatement détruit par n'importe quelle frappe de torpille sur le système d'échappement. Mais voilà. Plateforme de contrôle, j'imagine que c'est déjà ça. Eh bien, soit c'est un poste de contrôle de secours, soit c'est leur terme pour un système informatique de contrôle de tir. Dans tous les cas, c'est encore placé sous le blindage. Ce n'est pas mal. Les prises d'échappement orientent les conduits, les amortisseurs étanches et les gaz de contrôle d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment fermer la porte après la fuite du cheval. Tout ce système d'échappement est, comme déjà dit, une idée complètement terrible. Et voici encore les sorties d'échappement, montrant l'énorme faille qu'elles provoquent dans le système de protection. Ensuite, apparemment, ce navire a des personnes qui en sont très, très satisfaites. Parce qu'à l'étiquette 14, nous avons des ventilateurs qui sont stockés juste au-dessus de la gaine brûlante pour une raison étrange. Oui, bien sûr, ce sont censés être de vrais, vous savez, ventilateurs qui déplacent l'air. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Ils sont encore dans cette étrange chambre en trapèze sans fonction claire. La seule chose à laquelle je pense, c'est qu'ils bougent peut-être. L'air chaud qui va inévitablement remonter à travers le vaisseau vers un système de ventilation un peu plus loin. C'est simplement un gaspillage d'espace. Officier marinier, salle de repos, atelier d'ingénierie. Oui, c'est le genre de choses que vous trouveriez dans ce genre de soute à munitions du niveau 17. Maintenant, ça m'inquiète parce que c'est censé être une coupe transversale. Alors, où diable ça va? Vous savez, c'est une tourelle de batterie principale. Vous ne pouvez pas sérieusement terminer la soute à munitions, enfin au moins un pont au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, on peut supposer que ça descend plus bas, mais jusqu'où? Il n'y a aucune indication en dessous qu'il y a de la place dans les chambres des machines pour une soute à munitions, et même s'il y en avait une. Placer une soute à munitions au milieu de toutes ces chaudières n'est pas une bonne idée si vous voulez maintenir un contrôle constant de la température. Et même si vous le pouvez, eh bien, vous avez mis une soute à munitions au milieu des chambres des machines, et avec cet accès direct à cette partie du navire pour les torpilles et même les obus, offert par ce système d'échappement absurde. Vous avez créé une zone
tirez ici pour faire exploser le navire. Si la soute à munitions n'est pas en dessous, où est-elle? Elle n'est pas non plus sur le pont supérieur avec l'atelier de l'ingénieur. Est-ce qu'elle se cache entre les conduites de gaz d'échappement? Je ne sais pas. Puis, il y a la tourelle, la chambre de travail et le bazar Siemens, tout est en ordre. Mais oui, c'est une autre raison pour laquelle on devrait vraiment éliminer cette tourelle jumelle. Parce qu'il semble qu'elle n'ait soit pas de réserve de munitions, soit une réserve de munitions placée de telle manière qu'on dirait presque qu'elle est conçue pour détruire le navire dès qu'il entre en combat. Voilà ce à quoi cela aurait ressemblé grâce à Sully si cela avait vraiment été construit. Et en fait, en regardant cette image qu'il a traduite évidemment en vue de côté et en vue de dessus, j'ai remarqué autre chose d'un peu inquiétant, c'est qu'il y a très peu de place pour des canons anti-aériens légers et moyens. Oui, il y a un canon pom-pom octuple ou quadruple. Un octuple devant la passerelle, un quadruple derrière en haut, puis un autre quadruple ou un octuple à l'arrière de la superstructure. Il y a aussi de petits doubles sur des plateformes latérales, mais ce n'est pas un grand nombre d'emplacements. Et puis, quand tu regardes le pont, là où tu t'attendrais à voir la plupart de ces canons de 20 et 40 mm installés, soit pendant la période où le navire est réellement en cours de conception, soit immédiatement après. Il n'y a tout simplement pas vraiment d'endroit où les mettre. En théorie, on pourrait en mettre à la proue et à la poupe, comme l'ont fait les États-Unis. Mais à part ça, on ne peut pas les placer à côté des tourelles principales, parce que le souffle des tourelles ferait fuir les équipages et endommagerait probablement les canons eux-mêmes. Et au centre du navire, eh bien, il y a une autre batterie de canons principaux. Et à cause de ces groupes de canons de 5,25 et 4,7 pouces en gros, tout le pont devient une immense zone de souffle. Donc, en gros, vous devez simplement compter sur ces quelques installations pom-pom et votre artillerie antiaérienne lourde, ce qui est loin d'être une bonne chose. Donc, si l'on exclut le système de défense anti-torpille et les modifications du blindage déjà évoquées. Si nous devions réorganiser la disposition de l'armement pour permettre l'installation de nos canons antiaériens moyens et légers et simplement être plus logique, en général, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'éliminerais les deux tourelles doubles, j'améliorerais les triples en quadruple et je serais, entre guillemets, satisfait. Avec seulement 16 canons de 14 pouces et sachant qu'en 1940, la Royal Navy prévoit de construire les Lions, peut-être opter pour des tourelles triples de 406 mm et avoir 12 canons de 406 mm à la place, ce qui constituerait dans les deux cas un armement vaguement respectable pour un navire de cette taille. Cela permet d'obtenir une bien meilleure configuration anti-aérienne. Comme je l'ai dit, j'éliminerai les 47 et 525 pour n'utiliser que les tourelles de 114 mm Pancake. Et maintenant que vous n'avez plus à vous soucier du rayon d'explosion de votre tourelle centrale parce qu'on s'en est débarrassé, je pense qu'il faudrait adopter une disposition de tourelle à l'américaine. Donc des canons inférieurs, puis on recule vers des canons supérieurs. Je pense que vous pourriez facilement obtenir cela. 4 tourelles doubles de 45 mm allant vers l'avant, juste devant les installations de lancement et de manutention des avions, jusqu'à peu près là où l'armement, tel que proposé, se termine ici. Et ensuite avoir 3 autres ensembles de tourelles doubles de 45 mm en retrait, évidemment entre elles. Cela vous donne un total de 14 canons de 45 pouces de chaque côté, donc c'est 4 canons de plus que la moyenne des cuirassés rapides américains. Vu que ce truc pèse environ 70 000 tonnes, c'est assez raisonnable. C'est un excellent armement à double usage. Et cela laisse toute la zone arrière, où il y avait auparavant un autre groupe de ces 525 complètement libre. Vous pouvez donc avoir une disposition en escalier, 20 MR Oerlikon puis 40 MR Bofors ou des pom-poms, complètement libres de toute interférence potentielle du haut tir, pour la plupart courant de chaque côté de la superstructure arrière. C'est positif. Vous pouvez aussi installer des Bofors sur les tourelles. Et parce que nous avons éliminé la tourelle double superposée à l'avant, cela signifie aussi qu'à l'avant de notre nid de canon anti-aérien lourd. Donc, à partir d'environ la moitié de la tour de commandement,
puis vers l'avant jusqu'à l'endroit où nous aurions notre quadruple tourelle superposée. Tourelle de 14 pouces ou triple de 16, peu importe, et évidemment pas dans ces tourelles encapsulées tout le long de cette section avant du pont jusqu'à la seconde brise-lame. Vous pourriez avoir une autre batterie de 40 mm, 20 mm, etc. Donc, vous pourriez avoir le cuirassé le plus lourd du monde et la plus grande batterie antiaérienne. Concernant les canons lourds polyvalents et 2 grands groupes de canons anti-aériens légers à moyens, principalement libres. Je veux dire, évidemment, il faudrait améliorer un peu la proue et se débarrasser de ce design ridicule en dos de baleine. Eh bien, je pense que c'est la meilleure façon de sauver ça. Je veux dire, oui, tu changes pratiquement tout ce qu'il y a à changer, à part peut-être l'esthétique générale de la superstructure. Mais c'est vraiment tout ce qu'il faudrait faire pour en faire un véritable cuirassé du futur. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que vous changeriez? Y a-t-il quelque chose que vous aimez dans le design, en dehors de ce que j'ai déjà mentionné? Eh bien, merci de m'avoir écouté.